Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à vos questions mais nous aidera à y réfléchir. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça a été long, nous avons bien papoté avec Héloïse et donc je vous propose ici de continuer cette conversation sur les larmes. Et une autre question un peu sur cet acte de pleurer en tant que comédienne. Comment gérer cette frontière malgré tout, je suis comédien, je porte un texte. Il y a cette frontière toujours délicate du c'est moi, mais c'est pas moi, en l'occurrence Héloïse qui suis sur scène, mais c'est un personnage. Comment on gère ça ? Je crois qu'il ne faut pas trop s'installer dans une émotion ou une couleur. C'est pas parce qu'on l'a bien installé qu'il faut rester dedans confortable. Si on est confortable, c'est pas intéressant, je pense, à voir. Donc, il y a toujours ce facteur de surprise, aller ailleurs, amener ailleurs. C'est ce qui maintient, je crois, la laine, qui crée une forme de suspense et de suspens, du coup. Mais si moi, je sens qu'à un moment donné, je suis tentée de continuer à m'installer dans cette espèce de larmoiement, je pense que c'est pas le lieu de ma thérapie, l'endroit où je suis sur scène. Et alors comment, voilà, alors du coup là on y est, qu'est-ce que dans ta tête il se met en place pour te dire je sens que je suis entre guillemets sur une pente un peu trop glissante, il faut que je prenne la première bifurcation, sinon on va être effectivement dans ce lieu de la thérapie sur scène qui n'est pas le bon endroit parce qu'après tout une pièce c'est pas là. Comment tu fais déjà pour ressentir ce truc là de attention là ça y va et donc il faut que j'aille ailleurs? Il y a un procédé qu'on appelle se regarder jouer. À partir du moment où, à un moment donné, en tant que comédien, quand on joue face à un public, on se dit « Attends, là, tu fais ça, c'est bien. » Là, en général, c'est le signal qu'il faut aller ailleurs. et tu peux avoir ça sur un moment d'émotion et de larmes ? Mais oui. Ok. Genre, tu fais « Ah, c'est beau, là, je pleure. » Et là, tu fais « Wow, sors d'ici. » Ok. Sors d'ici. Et là, comme tu as dit, vraiment, on prend la première bifurcation qui vient et qui peut-être sera pas du tout. Là, il faut faire confiance à son instinct. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir prémédité tellement, ou en tout cas, on va prendre une porte de sortie qui correspond à une couleur très différente et qui va amener du rire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, naturellement, spontanément dans la vie, quand ils abordent des choses qui sont un peu, qui les mettent un peu en émoi, vont tout de suite casser ça avec un brin d'humour. Ben, ça peut être pareil sur scène. C'est des mécanismes du vivant qu'on utilise pour avoir l'air vrai. Donc là, je pense que c'est tributaire de la personnalité de chaque comédien, quelque part, les mécanismes qu'il va développer pour, hop, aller fuir un petit peu cette chose dans laquelle je pourrais me complaire. C'est génial de jouer la colère quand tu es dans une pièce de théâtre. Tu peux laisser libre cours à l'infini, surgueuler jusque pour le 50e rang, chose que tu te laisses pas faire dans la vie. Si aller jusqu'au bout de ce truc, c'est pas intéressant, ok, tu libères pas les chevaux complètement, mais tu forces à contenir ça dans quelque chose d'autre. On va rediriger notre cerveau. Ce que tu dis, c'est qu'on va rediriger notre cerveau en disant cette émotion-là, il faut l'utiliser pour autre chose et se faire confiance à ce moment-là sur ce que sera l'autre chose. Je dirais que l'émotion, si on peut, c'est de l'énergie en circulation. Et on en est, même en étant comédien, même si on a l'habitude de les travailler, d'aller dans ces différentes énergies qui sont interprétées comme des émotions par le spectateur, faut pas se laisser emballer par cette énergie. Sinon, c'est comme si on était au volant d'un char avec des chevaux furibonds qui partent dans tous les sens. À un moment donné, s'il y a personne qui tient les rênes, on va partir dans le décor. Enfin, au sens métaphorique. C'est ouais, je crois que les émotions, c'est de l'énergie. Okay. Et qu'on peut la rediriger, cette énergie, et c'est la technique. On est des techniciens de ça, de rediriger l'énergie. Donc c'est avant tout, c'est avant tout. Le métier de comédien, c'est avoir comme matière première
le réel et être gestionnaire d'une énergie, de différentes énergies et comment les placer et les diriger pour servir un texte et ne pas se laisser submerger par l'émotion qui est nécessaire et au service d'une œuvre sans verser dans la psychothérapie personnelle qui, du coup, sort du texte. On ne l'a pas encore évoqué, mais j'en parlais dans la première partie du sujet. Et encore une fois, autopromo, je vous invite à réécouter la première partie de l'épisode sur les larmes. Il est convenu dans le milieu de la recherche que c'est à partir du 19e siècle que les larmes sont devenues sexualisées. En résumé, je vais prendre de grosses ficelles, mais encore une fois, c'est convenu. Les larmes des femmes à partir du 19e siècle sont devenues à la fois autorisées, mais en même temps suspectes. Une femme qui pleure créer du soupçon sur est-ce qu'elle se joue de nous, est-ce qu'elle ne pleure pas trop, etc. etc. Et les larmes des hommes, c'est simple, les hommes ne devaient pas pleurer. Cette dissociation, et qui, je crois, on peut s'accorder à dire qu'elle existe encore, enfin, je veux dire, les discours du un homme, ça pleure pas, je veux dire, c'est triste comme constat, mais ça existe encore et on l'entend encore. Et des remarques sur des femmes qu'on voit pleurer et à qui on pourrait penser oh mais donc elle en fait un peu trop celle-là. C'est des choses qu'on entend encore, malheureusement, hein, que je regrette, mais ça existe. Comment toi, tu perçois cette sexualisation des larmes dans le public? Alors effectivement, là en y pensant, je crois que plus facilement des femmes vont confier qu'elles ont été émues aux larmes d'un spectacle que des hommes. Ce qui n'empêche pas que les hommes fassent aussi des retours et fassent part d'une forme d'émotion. Par contre, là, je ne sais pas si c'est lié au fait que je suis une femme et qu'elles se sentent en connivence avec ça. Là où les hommes auraient une forme de pudeur, de crainte que je ne puisse pas comprendre leur propre épanchement. Et est-ce qu'ils se confieraient davantage à un comédien qu'une comédienne? Ça, je ne sais pas. Mais effectivement, les hommes ne s'étalent pas sur l'émoi qu'a pu provoquer... Ils peuvent admettre la qualité d'un spectacle, mais ça va rester toujours de l'ordre de ce qui est de la raison. On va laisser un peu de côté Héloïse, la comédienne. Attends, il faut que j'ajoute un truc. La différence. Même si le fait de pleurer soulage de quelque chose, amène un sentiment de libération et de détente profonde, enfin, je pense que ça libère des tensions réellement, quand même, s'il y a quelqu'un à côté à un moment donné pour nous taper un peu sur l'épaule ou faire une accolade, ça fait du bien aussi. Alors, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, puisque, en même temps, je ne peux pas me mettre contre, hein, puisque c'est pour nos chers auditeurs qui ont déjà écouté la première partie, c'est effectivement une des choses qui sont analysées par les psychologues et les sociologues comme un des critères nécessaires, une des possibilités nécessaires des larmes qui font du bien, c'est-à-dire d'avoir une présence physique à côté qui vient... qui compatit. Qui compatit, exactement. Donc, si tu es d'accord, on va approfondir un peu ça. Donc, est-ce que tu es OK pour qu'on aille un peu plus dans les larmes personnelles, moins que les larmes de comédienne? OK. Est-ce que tu peux nous dire ce que représentent pour toi les larmes? Je crois que j'ai découvert récemment que je pleure quand je lâche prise. C'est-à-dire, c'est genre, je souffre d'une tension. Parfois, je prends même pas le temps d'analyser vraiment ou de reconnaître cette tension. Et à un moment donné, il y a un bouchon qui pète quelque part. Les larmes sortent. Et là, ça fait du bien, ça libère, ça allège d'un poids. Et est-ce que c'est face à des situations plutôt positives ou est-ce que c'est plutôt associé à un trop-plein de moments difficiles que tu encaisses Alors, pour avoir encaissé des moments difficiles, je crois que c'était tellement difficile que je suis restée stoïque. C'est-à-dire, il n'y avait pas la capacité, il n'y avait pas la place à faire péter le bouchon et à se laisser aller à pleurer, sinon c'était s'effondrer et pas se relever. Et finalement, les pleurs, ils sont arrivés beaucoup plus tard, dans ces catastrophes de vie. C'est comme une mise de côté que tu récupérerais, tu vois, genre pas maintenant, et à un moment donné...
Et à un moment donné, je sais pas, quand le corps s'est senti en capacité de gérer parce que la catastrophe était passée, évitée, ça a été quand il y a eu un climat un peu plus de sécurité ou de paix. Là, finalement, c'est à ce moment-là que les larmes se sont autorisées, ou que je les ai autorisées à sortir. Et c'est un moment que tu t'es autorisé à avoir. C'est intéressant hein, de vraiment dire de s'être autorisé à. Toi, donc, tu la mets plus en perspective c'était pas le moment dans le sens où tu te sentais pas en capacité de pouvoir revenir en arrière quelque part ou bien ressortir de cet état émotionnel des larmes à un moment donné et donc de repousser, de retenir cet instant-là dans un cadre qui te semblait pour toi plus sécurisant ou en tout cas plus en capacité de gérer cette émotion-là. Est-ce que ce moment-là, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu t'es senti autorisé à toi-même à le faire parce que c'était vraiment quelque chose vis-à-vis de toi et toi-même ou parce que tu as senti qu'il y avait une deuxième personne qui était là et... Je crois que l'autre, ce qu'il permet dans cette transformation de l'énergie, c'est-à-dire de la faire sortir, ce que l'autre permet, c'est de proposer un climat de sécurité, quelque chose d'accueillant. Est-ce que ton rapport aux larmes a évolué au fil du temps? Je crois que ça se traduit aussi à travers mon métier. Enfin, le théâtre, j'ai commencé à en faire en amateur, évidemment, à mes 12-13 ans. Je crois qu'au début, et dans ma vie, je peux faire le même parallèle. Au début, les larmes sont attribuées à la tristesse, à la douleur, à la souffrance. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je vis les larmes, que c'est plutôt quelque chose de libérateur et une transition vers une paix intérieure, évidemment. Mais c'est plus complexe. Larmes n'est pas égale tristesse. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est... Voilà. C'est mon histoire personnelle aussi, peut-être, qui veut ça. Le fait que je me sois autorisée enfin, que les larmes aient pu sortir quand j'ai été sauvée, entre guillemets, oui. Ben, du coup, je l'associe à quelque chose de positif, de libérateur et à quelque chose de l'ordre de la légèreté. Donc aujourd'hui, les larmes, elles sont, pour toi, elles sont... Alors, je n'exclus pas, évidemment, en disant ça, je ne le mets pas de façon exclusive à ce que je vais dire, mais elles sont associées à une libération. Oui. Et en plus, évidemment, j'imagine, à des larmes de joie que tu pourrais avoir. Mais c'est la même chose, je crois. Okay. Les larmes, c'est pour moi lié à la beauté, à la liberté, à quelque chose de très léger, de très beau, de très fragile, de très léger, de très fugace. Voilà. Donc, si j'entends ce que tu dis, aujourd'hui, elle est vraiment, tu la concentres effectivement dans un sentiment de liberté face à différentes situations, que ce soit un trop-plein ou une retenue, comme tu nous l'as évoqué un peu plus tôt, ou bien une libération émotionnelle face à du beau, ou bien aussi à une émotion de joie. C'est vraiment ça aujourd'hui. C'est la libération. Ça peut être beaucoup de choses, mais notamment, j'ai pris conscience que face à un instant présent qu'on habite bien, pleinement, et qu'on est capable de goûter la beauté même de cette petite chose qui est en face de nous, pouf, pleurer me paraît naturel et joyeux presque. Mais on peut aussi avoir des larmes de colère, des larmes liées à une forme de combat, d'injustice. Les larmes ne sont pas fixées sur une émotion en particulier, je dirais. Okay. Mais aujourd'hui, je trouve importantes les larmes d'émerveillement ou de laisser aller. Oui. Et est-ce que tu as le sentiment, encore une fois, alors je te remercie parce que tu m'offres des transitions, mais alors fantastiques, je n'ai plus qu'à glisser dessus. Est-ce que tu as le sentiment que ces larmes libératrices, elles sont réelles et présentes dans notre société, ou est-ce que tu penses qu'on est encore très loin d'un rapport sans filtre et libéré à ce type d'émotion-là et à ce type d'expression d'émotion? Il y a le rapport avec nos propres larmes et celui qu'on entretient avec celles des autres. Des fois, on ne se sent pas en mesure d'accueillir les larmes de l'autre tellement peut-être ça fait peur ou ça nous remue nous-mêmes.
peut-être la compassion. Apprendre à souffrir avec, je pense, est un véritable enjeu de société. C'est pas évident, des fois la souffrance de quelqu'un d'autre et même de très proche et même qu'on aime énormément, ça peut faire très peur. Parce on se sent pas la capacité d'accueillir et de porter ce poids qui nous paraît énorme. Parce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, les larmes, quand elles sont libérées, des fois, ça peut être gênant. portent des choses tellement lourdes que, pour reprendre l'image du poids, qu'effectivement, on ne sait pas comment les porter. Oui, ça peut engendrer, je pense, un phénomène de fermeture en face aussi. Et alors, du coup, comment dire, c'est là que le fait de se laisser aller à pleurer, ça peut se faire que dans certaines circonstances et face à certaines personnes qui sont en mesure d'accueillir ça. Parce que sinon, ça peut juste conduire à un rejet, mais un rejet pas avec une volonté de violence. Oui, on ne sent pas du tout, dans nos explications, on ne sent pas du tout qu'il y a une volonté de nuire ou de rejet ou quoi que ce soit. Non. On sent vraiment que ça se situe plus sur je perçois une émotion et une puissance émotionnelle et un poids émotionnel et dont je ne sais pas si je suis en mesure d'assumer ce poids et la décharge. Est-ce que toi, tu as déjà été amené à voir une personne pleurer et est-ce que justement tu t'es retrouvé dans cette situation de compassion, mais est-ce qu'elle a été je ne me sens pas moi aujourd'hui dans une capacité de pouvoir interroger la personne et donc par conséquent me mettre dans une position de je suis prêt à recevoir vos larmes, ou est-ce que tu es allé vers cette personne et à ce moment-là, scénario 1, il y a une discussion qui s'est ouverte, ou scénario B ou scénario 2, elle t'a dit que tout allait bien. Alors là, le dernier exemple en date qui me vient, c'est une scène assez dramatique. À la sortie d'un train dans une gare, pour le coup, j'étais avec mon mari et nous croisons une dame affolée dans les couloirs du métro, une dame assez âgée qui arrive en pleurant, tout affolée. Son mari ayant fait un malaise cardiaque un peu plus loin, dans ce même couloir. Donc, pour le coup, mon mari, qui avait eu une formation de pompier, a fait un massage et une réanimation cardiaque. Pendant ce temps, j'étais avec la dame qui était dans un état de stress et d'anxiété terrible, qui tantôt pleurait, tantôt pensait déjà à l'avenir sans son mari. Enfin, là, je me suis sentie rester avec cette dame, lui tenir la main, la tenir tout court, parce que des fois, j'avais l'impression qu'elle allait s'écrouler. Ça m'a pas gênée parce que j'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire, ça pouvait être mieux que la laisser toute seule s'écrouler. Je savais que j'allais pas résoudre ses problèmes, mais j'avais la certitude que je pouvais pas faire du mal en restant et à lui tenir la main. Dans d'autres situations, je sais pas ce qui se serait passé, mais dans celle-là, je me suis sentie en capacité de tenir. Oui, parce que finalement, il n'y a pas forcément besoin d'échange verbal. Ça peut être juste... Et puis, on peut pas faire pire, en fait. Non, tout à fait. Dans la situation que tu nous décris, là, pour le coup, c'est une situation où clairement, la situation, pour le coup, est tellement extrême qu'une simple présence et une écoute, même passive, a probablement, alors je dirais pas suffi à apaiser la peine de cette dame, mais en tout cas, comme tu l'as dit, c'est une présence. Et la présence, à ce moment-là, s'impose de soi comme étant la solution à la solitude d'une situation vécue. De finalement se positionner en je peux porter à un instant T vos larmes ne signifie pas forcément être dans le démarrage d'une conversation et d'une compréhension d'un sujet pour essayer d'en tirer une solution. Non, ça peut être simplement je suis là et ma présence peut être largement suffisante dans certains types de situations. Mmh. Mais comme aux enterrements, il me semble que c'est l'endroit même où des fois, on assiste à un enterrement surtout pour soutenir les personnes qui sont en grand chagrin et en grande détresse dans ce moment. Et on est là, souvent on se trouve un peu bête à pas savoir quoi dire, pas avoir les mots. Une simple présence physique suffit et est amplement suffisant. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est ne culpabilisez pas de ne pas savoir quoi dire, parce qu'en réalité, le simple fait d'être là peut largement suffire. Elle n'est pas en train de pleurer, je vous le jure. Vous voyez, elle rigole.
Héloïse, je vais te poser la petite question signature de ces épisodes. Question à la fois plutôt simple, puisqu'elle est très courte, mais très compliquée. Héloïse, si un enfant venait vers toi pour te demander pourquoi on pleure, qu'est-ce que tu lui répondrais ? Pourquoi on pleure ? Peut-être parce que ça fait du bien par moment. Bah écoute, c'est très bien. Une réponse courte. Normalement, je clôture l'épisode sur cette réponse, mais désolé auditeurs, vous allez peut-être subir, mais non, je pense que ça va être plutôt agréable, une petite surprise que j'avais prévue pour Héloïse, donc elle n'est pas au courant. Il se trouve que je vais dévoiler un petit peu ta vie privée, mais il se trouve que voilà, Héloïse, depuis quelques années qu'elle me connaît, m'a gentiment dit que je devais être un arrière petit enfant d'Alfred de Musset. Et il se trouve qu'Héloïse a depuis quelques années un chat qu'elle a appelé Chatterton. Il se trouve que Chatterton, c'est le nom d'un sonnet d'Alfred de Musset, écrit sous sa dictée par George Sand. Et il évoque sa réaction à la pièce d'Alfred de Vigny Chatterton, consacrée au destin tragique du poète anglais Thomas Chatterton. Quand vous aurez prouvé, messieurs du journalisme, que Chatterton eut tort de mourir ignoré, qu'au théâtre français on l'a défiguré, quand vous aurez crié 7 fois à l'athéisme, 7 fois au contresens et 7 fois au sophisme, vous n'aurez pas prouvé que je n'ai pas pleuré. Et si mes pleurs ont tort devant le pédantisme, savez-vous, moucheron, ce que je vous dirai ? Je vous dirai, sachez que les larmes humaines ressemblent en grandeur aux flots de l'océan. On n'en fait rien de bon en les analysant. Quand vous en puiserez 2 tonnes toutes pleines, en les faisant sécher, vous n'en aurez demain qu'un méchant grain de sel dans le creux de la main. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Alors, merci Héloïse. Je n'ai peut-être pas répondu à nos questions, mais je nous ai peut-être aidé à y réfléchir. Merci.